L'Union européenne ainsi que d'autres pays européens étroitement intégrés constituent collectivement la deuxième économie mondiale, juste derrière les États-Unis. À elle seule, l'Allemagne est désormais la troisième économie mondiale, après avoir dépassé le Japon, qui stagne, et le continent est composé en grande majorité d'économies avancées à haut revenu et à niveau de vie élevé. Mais de nombreux économistes sont très inquiets pour l'avenir de l'Europe. Que se passe-t-il donc ici ? L'Europe est loin derrière les États-Unis en termes de production économique brute, alors que le continent se rapproche de près de 2 décennies de stagnation relative. Pour être juste, même si les États-Unis constituent la comparaison la plus logique en tant que superpuissance économique à haut revenu, presque tous les pays du monde ont enregistré des résultats médiocres par rapport aux États-Unis au cours des 50 dernières années, y compris les économies à faible revenu qui devraient avoir une plus grande capacité de croissance rapide, en particulier bien sûr la Chine. Il pourrait donc être facile de dire que l'Europe n'a pas tant pris du retard que les États-Unis ont pris de l'avance. Mais même si c'est vrai, on peut se demander pourquoi. L'Europe compte davantage de personnes ayant des attentes salariales plus compétitives, des niveaux d'éducation aussi bons, sinon meilleurs que ceux des États-Unis, un environnement commercial stable et largement sûr, et elle a la capacité d'être une plaque tournante mondiale majeure, comme elle l'a d'ailleurs été historiquement. La mauvaise nouvelle, c'est qu'une grande partie des problèmes économiques actuels de l'Europe, qui causent son ralentissement, sont en grande partie auto-infligés. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une grande partie des problèmes économiques actuels de l'Europe, qui causent son ralentissement, sont en grande partie auto-infligés et sont donc possibles à résoudre. Il existe une liste interminable d'économistes, de politiciens et d'internautes qui prétendent tous avoir la solution pour redresser l'Europe. Mais il n'y a pas de réponse unique, parce qu'il n'y a pas de problème unique. Il existe plutôt quelques grands domaines qui méritent d'être examinés individuellement. L'innovation, l'immigration, l'industrie, l'intégration, l'interprétation et l'énergie. Je voulais vraiment essayer de faire fonctionner ce truc, mais bon. En quoi ces domaines clés sont-ils différents de ceux des États-Unis ? Est-il possible de résoudre ces problèmes ? Et bien sûr, que se passe-t-il s'ils ne le font pas ? En réalité, il n'y a que 4 façons de faire augmenter la production intérieure brute d'une population. Ils peuvent recevoir une meilleure formation pour occuper des postes plus techniques et à plus forte valeur ajoutée. Ils peuvent avoir accès à de meilleures ressources et à de meilleurs outils. Ils peuvent travailler plus longtemps, ou bien la population peut tout simplement augmenter. En commençant par ce dernier point, pas un seul pays de l'UE n'a un taux de natalité suffisamment élevé pour maintenir sa population, sans parler de la faire croître. Mais la population a augmenté, principalement grâce à l'immigration. L'immigration peut être un moyen fantastique de stimuler l'économie très facilement. Elle peut combler les lacunes en matière de compétences de la main-d'œuvre et elle a un effet stimulant direct sur le plan fiscal. Lorsque des personnes s'installent dans un nouveau pays pour travailler ou étudier, elles ramènent de l'argent de leur pays d'origine et l'utilisent pour effectuer des achats dans l'économie nationale. De nombreux programmes de visa dans le monde exigent que les personnes qui s'installent dans le pays prouvent qu'elles ont suffisamment d'argent liquide pour se financer pendant qu'elles s'installent ou qu'elles étudient, avant de déménager. Dans de nombreux cas, ces preuves de fonds sont relativement faciles à falsifier, mais les gens doivent tout de même apporter au moins un peu d'argent avec eux. Ces filières d'immigration ont fini par définir les économies du Canada, de l'Australie et, dans une moindre mesure, de certaines régions des États-Unis. Et même là, on peut dire qu'elles ont été poussées trop loin. À Sydney, une industrie artisanale s'est développée autour d'écoles tertiaires qui ne dispensent pas de cours, mais qui ressemblent à une université, juste assez pour que les gens obtiennent des visas d'étudiants leur permettant de vivre et de travailler de manière permanente dans le pays, avec l'espoir éventuel d'obtenir un permis de séjour permanent. Pour les supposés étudiants, c'est la meilleure occasion de passer d'un pays à faible revenu à un pays à revenu élevé. Même s'ils acceptent des emplois dans la gig economy ou des emplois au salaire minimum, ce qui, soyons honnêtes, est le cas de beaucoup d'entre eux, les revenus dans ces pays sont toujours beaucoup plus élevés que même les rôles techniques dans les pays non développés ou en développement. Au fil du temps, cela peut entraîner des sorties de capitaux, car les gens envoient de l'argent à leur famille par le biais de transferts de fonds. La raison pour laquelle ce type d'immigration est si difficile à abandonner pour ces pays à haut revenu est qu'il fournit toujours un bon coup de pouce initial, même pour les véritables établissements d'enseignement, qui ne sont pas prêts de vendre le rêve de la résidence permanente avec une partie de l'éducation. Et le plus important, c'est qu'une grande partie de cette immigration va occuper des emplois que les résidents actuels ne veulent tout simplement pas faire, du moins pour les salaires proposés pour les occuper.
De l'autre côté de la médaille, il y a beaucoup d'immigration dans ces pays de la part de personnes extrêmement riches, qui suivent la voie du visa d'étudiant et qui ne sont pas du tout intéressés par les possibilités d'emploi, mais qui sont plus attirés par les possibilités d'investir dans un marché où les droits de propriété sont solides. Bien sûr, cela peut avoir et a eu des impacts négatifs lorsque ce capital est dirigé vers des marchés d'actifs limités et non productifs, comme le logement. Quoi qu'il en soit, les résultats sont étonnamment similaires. L'injection de capital ou de main-d'œuvre, deux des facteurs de production d'une économie, va, à condition égale, stimuler cette économie. Mais à long terme, elle peut avoir des effets secondaires qui entraînent des réductions de revenus ou des augmentations du coût de la vie au-delà de l'impulsion initiale immédiate qu'elle donne. En Europe, la dynamique migratoire est un peu différente. L'éducation ne représente qu'une infime partie de l'immigration totale. Et même si l'on y ajoute les visas de travail, elle ne représente collectivement qu'un quart des personnes entrant dans l'Union. Les autres entrent par le biais de permis familiaux, de demandes d'asile et d'un autre groupe que la Commission européenne qualifie mystérieusement d'autres, mais qui comprend une combinaison de visas humanitaires et de visas de spécialité. Bien entendu, l'UE est composée d'États membres qui peuvent chacun accorder individuellement la résidence pour la raison qu'ils jugent appropriée. En fin de compte, ce qu'il faut retenir, c'est que par rapport à d'autres économies avancées, l'UE, en particulier, connaît une forte immigration fondée sur des questions sociales, telles que le rétablissement des liens familiaux et l'asile, qui sont manifestement des causes extraordinaires, mais qui ne sont pas nécessairement aussi stimulantes du point de vue économique. Il est naïf d'ignorer l'éléphant dans la pièce et de supposer que la politique migratoire est entièrement fondée sur des motifs économiques, car ce n'est pas le cas. Même s'il s'agissait d'une solution miracle pour remédier à une économie vieillissante et stagnante, sans aucun effet secondaire, il y aura toujours une résistance à quelque chose qui peut changer fondamentalement la dynamique de la société. Il est difficile d'avoir des discussions productives et équilibrées sur ces questions lorsque tout argument en faveur du contrôle de l'immigration est simplement qualifié de raciste. De même, et c'est tragique, en période de difficultés économiques, l'immigration devient le centre d'attention parce que c'est l'un des leviers politiques les plus évidents et les plus faciles à actionner. Pour aggraver les choses, ce qui est souvent ignoré dans les discussions très animées sur l'immigration, ce ne sont pas tant les personnes qui arrivent que celles qui partent. L'Europe perd un grand nombre de personnes hautement qualifiées, qui cherchent des opportunités d'emploi plus lucratives dans les grands secteurs de la technologie et de la finance aux États-Unis, et maintenant à Londres aussi, puisque cette ville ne fait pas partie de l'UE. L'Europe perd ainsi plus de 2,5 millions de personnes, et contrairement aux afflux de population qui se produisent pour diverses raisons, les personnes qui émigrent sont en grande partie les plus productives et le font pour des raisons d'emploi. Dans la zone euro, le taux de participation à la population active est aujourd'hui plus élevé qu'aux États-Unis, qui sont des bourreaux de travail. La main-d'œuvre américaine a tendance à diminuer depuis des décennies, alors qu'en Europe, elle a tendance à augmenter. En ce qui concerne les chiffres économiques globaux, cela semble être une bonne chose, mais cela s'accompagne de quelques mises en garde. Pour commencer, la participation à la population active inclut les chômeurs qui recherchent activement un emploi, et le chômage dans la plupart des pays de l'UE est toujours plus élevé qu'aux États-Unis, même si, pour être juste, il est maintenant à son niveau le plus bas depuis la formation de l'UE. Deuxièmement, les travailleurs européens passent en moyenne beaucoup moins de temps au travail qu'aux États-Unis, à quelques exceptions près, mais les grands centres comme la France, l'Espagne, l'Italie et surtout l'Allemagne aiment vraiment prendre leurs congés. Enfin, l'augmentation de la participation au marché du travail n'est pas nécessairement une bonne chose. En Europe, la tendance à la hausse est principalement due au fait que les personnes âgées doivent rester plus longtemps au travail pour survivre, plutôt qu'à un effort plus large pour mobiliser la population à des taux de production plus élevés. Oui, il devient plus difficile, moins populaire et moins efficace d'augmenter la taille de la population. Travailler plus ne fonctionne pas vraiment. Et alors que la population européenne est devenue plus éduquée, elle perd un grand nombre de ses travailleurs les plus techniques au profit de meilleures opportunités aux États-Unis. Par élimination, cela signifie que l'objectif le plus logique est de donner à la population l'accès à de meilleures ressources et à de meilleurs outils, c'est-à-dire à la partie de l'équation relative à l'énergie et à l'innovation. La consommation d'énergie est en corrélation presque parfaite avec la richesse économique, car les pays riches utilisent plus d'énergie pour alimenter les luxes dont ils jouissent, comme les grandes maisons, les grandes voitures et les grands équipements, et les industries à forte intensité énergétique peuvent apporter beaucoup d'argent à l'économie. Nous avons vu cela il y a quelques semaines dans notre vidéo sur l'Islande. Nous ne voulons donc pas trop nous répéter ici, mais en gros, ce pays a pu utiliser sa chaleur géothermique comme un atout énergétique gratuit, qu'il a transformé en atout monétaire gratuit pour en faire l'une des économies les plus riches du monde.
bien qu'il s'agisse d'une île stérile et désolée au milieu de l'Atlantique Nord. Aujourd'hui, l'Europe, et en particulier l'UE, ne dispose pas de grandes réserves d'énergie. En réalité, le seul endroit où l'on trouve d'importants gisements de combustibles fossiles sur le continent européen est la mer du Nord, où la production est contrôlée par la Norvège, qui n'a jamais été membre de l'UE, et par le Royaume-Uni, qui n'est plus membre de l'UE. Les Pays-Bas étaient un producteur important de gaz naturel jusqu'à récemment, mais pour diverses raisons, ils ont réduit considérablement leur production et l'arrêteront probablement complètement au cours de la prochaine décennie. Pendant longtemps, cela n'a pas vraiment eu d'importance car le continent disposait d'une source de gaz naturel bon marché pour alimenter ses industries à forte consommation d'énergie, comme l'industrie lourde en provenance de la Russie. Mais il est évident que cette situation a récemment connu des complications. Pour aggraver les choses, l'Allemagne, qui est le centre manufacturier de facto de l'Europe, a également pris la décision de mettre hors service une série de centrales nucléaires, ce qui a eu pour effet de supprimer une bonne partie d'électricité de base au moment où la région en avait le plus besoin. Aujourd'hui, l'Europe investit massivement dans les énergies renouvelables, ce qui devrait porter ses fruits à long terme. Mais pour l'instant, il s'agit d'une dépense qui ne répond pas aux préoccupations immédiates de la région, qui se voit tout simplement surclassée dans les industries à forte consommation d'énergie. Pour la première fois de son histoire, Volkswagen, l'un des employeurs fondateurs du continent, a fermé des usines en Allemagne cette année, la marque ayant du mal à rivaliser avec ses concurrents asiatiques et américains. Bien que, littéralement, alors que nous étions en train de réaliser cette vidéo, des changements de dernière minute signifient que ces usines pourraient être sauvées pour l'instant. Les grandes marques européennes prestigieuses viennent également de construire des usines à l'étranger pour fabriquer des voitures et des machines sur les marchés de consommation des États-Unis et de la Chine, afin d'éviter les longues files d'attente et de se préparer à la tendance mondiale générale aux restrictions commerciales plus strictes. Nous l'avons déjà mentionné, mais l'une des preuves les plus évidentes est que la plus grande usine BMW du monde se trouve en fait aux États-Unis. Pour l'entreprise elle-même, c'est une chance inouïe qu'elle ait pu maintenir son image de marque allemande prestigieuse, même en vendant des voitures fabriquées en Caroline du Sud. C'est également une bonne chose pour les investisseurs et les chiffres économiques de l'Allemagne, puisqu'une grande partie de la valeur ajoutée de cette usine sera réinjectée dans l'économie allemande. Mais ce n'est probablement pas un grand réconfort pour l'ouvrier allemand qui aurait pu assembler ces voitures à la place. Le problème, c'est qu'avec un pouvoir d'achat réduit, des salaires et des avantages sociaux élevés, une énergie chère et des réglementations très strictes, il est difficile pour les entreprises de trouver une raison convaincante de produire en Europe. La transition énergétique de l'Europe ne sera pas non plus facilitée par le fait qu'elle est en retard sur les États-Unis et la Chine en termes de technologies renouvelables. La Chine produit les panneaux solaires avec lesquels l'Europe espère pouvoir s'alimenter à l'avenir, ce qui a potentiellement remplacé un type de dépendance énergétique par un autre. Bien sûr, les énergies renouvelables sont un investissement à long terme et non quelque chose qui nécessite un approvisionnement constant. Ce n'est donc pas exactement la même chose, mais cela met en évidence le domaine dans lequel presque tout le monde s'accorde à dire que l'Europe est à la traîne. L'innovation. Et si le continent ne peut pas faire venir plus de travailleurs, ni leur fournir de meilleurs intrants, ni les faire travailler plus longtemps, ni garder les plus instruits sur le territoire, la seule option qui reste, vraiment la meilleure, consiste à leur donner une meilleure technologie pour mener à bien leurs activités. L'innovation est un élément qui a défini l'histoire économique de l'Europe. Même si elle a pris quelques libertés en empruntant certaines idées au monde entier, la révolution industrielle a commencé sur ce continent, qui a été le premier à utiliser les chemins de fer, les machines à vapeur et la fabrication automatisée pour accroître sa production économique. Si les économies modernes ont pu croître aussi rapidement au cours du dernier siècle et demi, c'est en partie parce qu'un grand nombre de ces outils avaient déjà été mis au point et qu'il est beaucoup plus rapide d'adopter une technologie que de la développer à partir de zéro. Mais malgré son avance, l'Europe a pris un certain retard en matière d'innovation. Il y a bien sûr des exceptions. ASML, qui fabrique les machines de photolithographie permettant de créer des semi-conducteurs, est basé aux Pays-Bas. Cet exemple est peut-être l'entreprise la plus importante du monde sur le plan technologique. Mais en dehors de cette exception qui confirme la règle, il serait difficile de trouver une entreprise européenne qui puisse être considérée comme étant à la pointe du progrès. C'est un problème majeur car une grande partie de la création de valeur haut de gamme dans le monde moderne se fait par le biais de la technologie. Les personnes qui assemblent des produits de base à la main n'ajouteront que quelques dollars par heure en valeur. Donner à ces personnes les meilleurs outils industriels du monde, une formation avancée sur la manière de les utiliser et d'optimiser les flux de travail, et elles pourront produire 10 fois plus de choses et justifier des revenus 10 fois plus élevés. Mais elle est toujours basée sur la production unité par unité.
Cependant, une personne qui développe quelque chose, même si elle passe quelques heures à apporter des améliorations mineures à la conception d'un produit existant, peut ajouter de la valeur à chaque unité produite à partir de ce moment-là, ce qui rend la valeur qu'elle a ajoutée au cours de ces quelques heures de travail potentiellement illimitée. Cela est particulièrement vrai pour les logiciels qu'il est trivial de copier pour un nombre quelconque d'utilisateurs, ou pour les technologies de pointe où les améliorations peuvent rendre d'autres produits obsolètes par comparaison. L'industrie européenne est vraiment coincée au sommet de cette deuxième catégorie. Bien sûr, elle a beaucoup d'ingénieurs de classe mondiale, mais surtout dans la technologie, elle ne fait pas le poids face à des endroits comme la Silicon Valley et même Shenzhen en Chine. Il n'y a pas de raison unique à cela, mais il y a plusieurs facteurs. Le premier est la masse critique. Les États-Unis ont aggloméré les meilleures universités, les meilleures infrastructures de financement et les meilleures entreprises pour construire un système où elles se nourrissent les unes des autres. Si les gens veulent investir dans des startups, ils vont là où les startups sont créées. Et les gens qui créent des startups ont tendance à les créer là où ils ont appris à le faire. Et là où ils peuvent obtenir des financements. L'Europe perd à la fois beaucoup de talents et de dollars d'investisseurs au profit des États-Unis, parce que ces derniers ont été un pari plus lucratif au cours des dernières décennies, et qu'en retour, ces talents et ces capitaux ont permis à l'Europe de disposer de tout ce dont elle a besoin pour continuer à créer des entreprises technologiques dans lesquelles il vaut la peine d'investir ou pour lesquelles il vaut la peine de travailler. Il y a donc bien un avantage à être le leader dans ces domaines. Mais si l'on va plus loin, on peut se demander comment les États-Unis ont pu devancer l'Europe en premier lieu. Bien sûr, le fait que l'Europe ait dû se reconstruire après la Seconde Guerre mondiale y est pour beaucoup. La domination du dollar en tant que réserve mondiale de facto en a fait une destination d'investissement très prisée, quelles que soient les opportunités. Et il y a d'autres facteurs intangibles, comme le fait que les États-Unis parlent anglais. Bien sûr, la plupart des habitants des pays européens parlent également l'anglais, mais les nouvelles entreprises se développent d'abord pour leur marché intérieur, puis s'étendent vers l'extérieur, ce qui est beaucoup plus facile à faire dans une langue plus universellement reconnue. Il y a aussi, bien sûr, la légendaire réglementation stricte de l'UE. Au niveau international, l'UE a poussé les entreprises à apporter des changements globalement positifs pour les consommateurs, ce qui est une bonne chose. Ces règles ne s'appliquent techniquement qu'aux entreprises qui exercent leur activité au sein de l'UE, mais dans de nombreux cas, même les entreprises internationales ont simplement modifié leurs produits globaux parce qu'il ne valait pas la peine de créer une ligne distincte uniquement pour l'Europe. Nous devons donc tous remercier l'UE pour le connecteur USB-C universel, mais pour les nouvelles entreprises, cela peut rendre les choses un peu plus difficiles qu'aux États-Unis. L'UE ajoute une couche supplémentaire de surveillance réglementaire au-delà des lois locales, ce qui constitue un défi pour les investisseurs et les nouvelles entreprises. En fait, cela fonctionne souvent à l'envers. Les entrepreneurs européens ont mis au point un modèle commercial astucieux, qui consiste à copier les plateformes des entreprises technologiques américaines et à les développer sur leurs marchés locaux en procédant à des ajustements mineurs pour tenir compte des langues, des réglementations et des préférences locales. L'objectif final de ces entreprises est de se vendre aux entreprises américaines une fois qu'elles veulent avoir accès à leurs marchés locaux, ce qui est un excellent système pour ces entrepreneurs, mais pas très bon pour investir dans quoi que ce soit qui puisse réellement produire une valeur réelle. Mais voici probablement le point le plus important de toute cette histoire. Oui, l'Europe n'est pas aussi productive que les États-Unis, mais cela n'a pas forcément d'importance, selon l'interprétation qui en est faite. Les nouvelles grandes entreprises technologiques mondiales peuvent être intéressantes pour stimuler les chiffres économiques et des réglementations souples peuvent aider ces entreprises à atteindre une taille leur permettant de devenir dominantes au niveau mondial. Mais souvent cela ne se traduit pas par des améliorations tangibles de la qualité de vie pour les gens ordinaires. Certains investisseurs et travailleurs ont gagné beaucoup d'argent, mais ces industries n'emploient tout simplement pas beaucoup de personnes. De même, la production d'une entreprise comme Facebook, bien que financièrement intéressante, n'est probablement pas aussi importante pour la plupart des gens que les industries plus traditionnelles que l'Europe possède encore. La valeur du dollar américain a également été artificiellement portée au-dessus de ce qu'elle devrait être, les investisseurs du monde entier essayant d'acheter sur ces marchés et de l'utiliser comme réserve mondiale. Cette appréciation relative a également fait paraître la croissance américaine meilleure qu'elle ne l'aurait été autrement, ou celle de l'UE moins bonne en comparaison. C'est une bonne chose pour les Américains qui prévoient des vacances en Europe ou qui achètent des biens de consommation en Asie, mais c'est difficile pour les entreprises ordinaires qui doivent choisir entre payer des salaires élevés dans une devise précieuse ou délocaliser pour payer des salaires plus bas dans une devise moins chère.
Les principales économies européennes sont peut-être moins productives, mais elles sont également moins coûteuses pour les citoyens moyens, surtout si l'on tient compte de facteurs tels que les soins de santé. L'Américain moyen est peut-être plus productif sur le papier, mais à part les 10% les plus riches, l'Européen moyen vit probablement mieux. Cela ne veut pas dire que l'UE n'a pas de problème, bien au contraire, et une stagnation prolongée pourrait aggraver des problèmes tels que la fuite des cerveaux, le chômage des jeunes et la mobilité sociale, ce qui pourrait rapidement rendre tous ces luxes sociaux inabordables. Nous avons récemment réalisé une vidéo complète sur les défis que l'UE, en tant qu'institution, pose aux différentes économies qui en dépendent. Comme toujours, nous n'avons pas voulu répéter trop de choses ici, mais vous devriez pouvoir cliquer sur cette vidéo sur votre écran maintenant. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ciao!